Bonjour Jacques-Henri Caillot. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Aujourd'hui, 5 septembre 2024, nous sommes à Strasbourg, chez toi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Qui est Jacques-Henri Caillot? Moi, je suis psychologue de formation, hein, j'ai un doctorat de psychologie, et je travaillais, disons, comme psychologue à la SNCF pendant longtemps, et j'ai pris ma retraite relativement tôt, à 56 ans, et après, pendant 22 ans, j'ai donné des cours de psychologie à l'université populaire. Hein. Et puis, j'ai fait partie de pas mal d'associations culturelles, disons l'Académie Rhénane, effectivement, le petit salon littéraire qu'on a avec des amis. J'ai fait partie d'un jury contre l'illettrisme, enfin, différentes choses comme ça, quoi. Et aussi à l'Académie Rhénane, j'ai donné aussi mon avis pour qu'on couronne un livre, effectivement, chaque année. Et c'est le côté, comme on dit, artistique, poétique Oui, oui, poétique et psychologique, quoi. C'est les deux trucs, les deux choses de ma vie. Mais la poésie, effectivement, moi, a toujours tenu une grande part de ma vie. Et j'ai commencé à écrire mon premier poème à 11 ans, pour la fête des mères. Voilà. Et ainsi, j'ai toujours continué un petit peu. Au fur et à mesure, j'ai écrit quand même, j'ai publié quand même 14 recueils de poèmes, quand même, hein, effectivement. Hein. Par exemple, la conscience poétique, c'est arrivé quand? La conscience poétique. Tu écris ton premier poème à 11 ans pendant ta fête des mères, c'est magnifique. Mais à un moment donné, comment on dit? Oui. Alors, oui, la question est intéressante. Parce que moi, mes premiers recueils de poèmes, je les ai écrits assez tard, effectivement. Après un divorce, parce que je trouve que j'étais dans un assez mauvais état à l'époque, plutôt en dépression d'ailleurs. Hein, et d'ailleurs, le titre lui-même, l'entrave, la nuit, la blessure, on voit bien qu'on n'est pas dans l'euphorie. Hein. Bon, hein. Alors j'avais envoyé d'ailleurs ce recueil de poèmes à Yves Bonnefoy, qui m'a répondu d'ailleurs, et il m'a demandé d'aller le voir à Paris. J'étais le voir à Paris pendant, on a participé pendant pratiquement 2 heures ensemble, hein, effectivement, quelqu'un de très sympathique d'ailleurs, très intellectuel, mais très sympathique effectivement. Et je crois qu'avant, j'ai toujours écrit, moi, mais avant, il y avait quand même pas mal de verbalisme, quoi. Hein, je trouve que c'était pas assez senti, quoi. C'était un peu trop verbal, un peu trop artificiel, quoi. Il y avait, alors que là, à partir de ce moment-là, j'ai senti quelque chose de plus profond pour écrire, quoi, effectivement. Et bon, maintenant, avec l'âge, je pense pas que je peux dire encore quelque chose, quoi. Mais j'ai déjà fait quand même pas mal de recherches, disons, moi, la poésie, pour moi, c'est à la fois il y a quand même, on parle toujours de l'inspiration un peu comme une sorte de serpent de mer, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Pour moi, c'est vrai, en tout cas. De temps en temps, j'ai un vers, une phrase, comme ça, qui me vient à l'esprit, et c'est le là avec lequel je pars. Et je n'arrive pas à écrire sur commande, quoi. Si on me dit, par exemple, tu écris sur la cathédrale de Strasbourg, ou tu écris, je sais pas, sur la vigne, ou tu écris sur l'amitié, je peux pas. Il faut vraiment que ça parte de quelque chose, et de temps en temps, il se passe rien pendant plusieurs jours, quoi. Hein. C'est pas automatique, quoi. C'est pas automatique, et moi j'essaie dans ma poésie tout de même que ça soit musical. C'est très musical, hein. Il y a beaucoup de rimes, il n'y a pas de rimes comme en poésie classique, mais il y a beaucoup de rimes intérieures, il y a beaucoup d'assonances, il y a un rythme en général pair, plutôt 6, 8, 12, effectivement, hein, ou encore un rythme ternaire, c'est-à-dire 3, 3, 3, hein, effectivement. Donc tout ça est très rythmé quand même. C'est très rythmé, mais rythmé de manière très souple, très douce, hein, pas comme du slam, hein, effectivement, c'est très doux, effectivement. Et il y avait Robert Musil qui disait que la poésie, enfin pas la poésie, la littérature c'était le secrétariat de l'art et de la précision. Et c'est vrai que c'est pas mal comme définition. Une précision, il faut pouvoir nommer les choses, c'est quand même plus du côté de la métaphore que de la métonymie, hein. Et malgré tout, il faut quand même une certaine aura qui enlève le tout, donc on est effectivement dans l'âme, mais aussi un peu quand même dans la précision, il ne faut pas non plus que ce soit totalement évanescent. Alors ça dépend évidemment des poètes, ça. Il y a des poètes qui ont plus écrit, disons, au niveau de l'émotion, Lamartine par exemple, hein, Alfred de Musset par exemple,
même Yves Bonnefoy dans un certain nombre de ses poèmes, effectivement, où il y a un côté un peu romantique encore. Et puis il y a des poètes, effectivement, qui sont beaucoup plus dans le verbe, où l'émotion est moins présente, comme Saint-Jean de Perse, par exemple, ou Mallarmé, par exemple. Hein. C'est assez variable. Hein. Effectivement, il y a, je veux dire, un équilibre entre les deux. Et le premier poème, premier recueil publié, c'était quand? J'ai publié 14 recueils de poèmes, et le dernier doit dater de 2 ou 3 ans, je crois. Il y a 2 ou 3 ans, le dernier, je crois. Et toute première? Toute première? Alors, le premier, c'était L'entrave, la nuit, la blessure, et c'était en 1988, je crois. C'était quelle maison d'édition? J'ai plusieurs maisons d'édition. C'était Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés. Et c'est les auteurs, les artistes, les gens qui t'ont inspiré, motivé ou laissé une trace dans ta poésie? Alors, il y a beaucoup de poètes qui m'ont inspiré. Yves Bonnefoy, hein, beaucoup Yves Bonnefoy. Saint-Jean de Perse, d'une certaine mesure aussi. René Char également. Et puis, le poète romantique, j'aime bien Lamartine, hein, c'est un peu désuet, mais j'aime bien. Effectivement, même Musset, La Nuit de mai, j'aime bien La Nuit de mai. Baudelaire aussi, Rimbaud. Et puis je dois en oublier, il y a tout de même pas mal de gens qui m'ont... oui, on est quand même un petit peu là-dedans, quand même, les gens qui m'ont le plus... Et un que j'oubliais également, Patrice de la Tour du Pin. Mais surtout le premier recueil, La quête de joie, parce qu'après c'est devenu très très théologique, et là je m'en sers un peu moins, quoi. Mais le premier recueil, la quête de joie, ça m'a inspiré, effectivement. Est-ce que tu es psychologue? Oui. Et c'est la psychologie et la poésie. Les relations entre les deux dans ta poésie, c'est comment... est-ce que en tant que psychologue, est-ce que la poésie t'aide dans tes domaines à l'époque, ou peut-être tu es en retraite, je crois, ou bien la psychologie dans les thèmes ou dans l'écriture? Alors je ne pense pas que la psychologie m'aide beaucoup par rapport à la poésie, et je ne pense pas que la poésie m'aide beaucoup par rapport à la psychologie. Ce sont quand même deux domaines relativement séparés, mais il y a un point qui les réunit, c'est le rapport à la vérité. Parce que la poésie, c'est souvent ce qu'on n'arrive pas à dire dans la vie courante, et c'est souvent une vérité intérieure profonde. Et la psychologie, ça démasque un peu les faux semblants, quoi, en quelque sorte. Hein. On a l'impression que la personne est comme ça, et en fait, en creusant, on s'aperçoit au-delà qu'il y a une vérité qui est un peu différente, et il y a un certain rapport à la vérité entre les deux. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Moi, je me suis un peu arrêté, disons, vers 1980. Je ne suis plus beaucoup la poésie actuelle. Ou alors il y a des gens qui sont assez âgés, que je suis comme Jacques Réda, par exemple. Il y en a que j'aime beaucoup encore dans les poètes actuels, mais il commence à être un peu âgé aussi, c'est Jean-Michel Maulepoix, j'oubliais, ça j'aime beaucoup Jean-Michel Maulepoix, effectivement. Alors les tout jeunes poètes, par contre, je ne les connais pas beaucoup. En plus, c'est difficile à suivre. Donc. Oui, je ne les connais pas beaucoup. Je connais pas beaucoup. Ah oui, Jean-Michel Maulepoix, j'aime bien, effectivement, beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose, parce que tu es là, tu fais partie de la poésie à Strasbourg, en Alsace, en Grand Est. Donc un petit peu la poésie d'ici, les poètes d'ici. Tu es toujours, comme on dit, n'est-ce pas? Oui, enfin moi j'ai plutôt un aspect un peu universel. Hein. Moi d'ailleurs, tous les éditeurs que j'ai eus, il n'y en a aucun qui était alsacien. Effectivement, il y avait Saint-Germain-des-Prés, il y avait la Barthavel, il y a eu les poètes français, il n'y a jamais eu de poète alsacien. Hein. Bon. Moi j'ai un rapport à l'Alsace qui est quand même... qui est bon, mais moi je suis tourangeau d'origine, hein. Je suis arrivé ici il y avait 26 ans, et ce sont des régions assez différentes, où je suis bien intégré en Alsace, c'est pas de problème, j'ai pas mal d'amis alsaciens, mais disons que je suis pas dans l'alsacianité quand même, hein, vraiment, hein. Non, hein, c'est sûr. Hein. Moi je suis plus en rapport au point de vue du paysage avec la Loire par exemple, qu'avec,
qu'avec le Rhin, par exemple. Hein. Et les activités poétiques ici, tu participes depuis des années, Oui, ben, je participe quand même. Je participe tous les ans au Printemps des Poètes, hein, tous les ans. Cette année, j'y suis passé. Je suis passé plusieurs fois comme récital au FEC. Je ne sais plus compter, mais au moins 3-4 fois. Hein. Alors, en ce moment, j'ai quelques problèmes particuliers parce que avec l'âge, ma vue a considérablement baissé, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à lire. Alors, j'ai pris un procédé simple. J'arrive quand même à déchiffrer un tout petit peu. Et quand j'ai des poèmes à lire, je ne les lis pas, je les récite. Je les récite par cœur. C'est ce que je fais, hein, effectivement. Alors, ça dépend. Dernièrement, on avait un petit... Pour le Printemps des Poètes, j'avais trois poèmes, hein, effectivement. Et il m'est arrivé de passer au FEC. Alors là, ça m'a demandé quand même un petit effort, là, quand même. J'ai vraiment réussi à réciter 17 poèmes par cœur. Quand même. Là, c'était un petit peu délicat, quand même, hein, effectivement. Voilà. La traduction. Qu'est-ce que tu penses à propos de la traduction, surtout la traduction poétique? C'est très difficile. C'est très difficile, et ça dépend un peu des langues aussi. Parce que si on prend une langue comme l'anglais ou comme l'allemand, et qu'on la traduit en français, on n'a tout de même pas le même rythme, la même sonorité. Si on parle de l'italien, par exemple, les mots se ressemblent davantage, c'est plus fluide, c'est plus facile. Hein. Ça dépend un petit peu de la langue. Et ne parlons pas d'autres langues comme le chinois, où là, effectivement, c'est très, très différent, quoi. Hein. Est-ce que tu as une approche poétique? Une approche, oui, moi je ne suis pas tellement visuel, quoi. Alors, en fait, c'est plus axé sur la musique ou sur l'impression. C'est beaucoup plus impressionniste qu'expressionniste que je fais, moi, personnellement. Hein. Donc, il y a pas mal de douceur. Ça manque peut-être un peu de force, parfois. Hein, c'est assez coulé, quoi, effectivement. J'ai du mal avec les choses trop énergiques, j'ai du mal. Du mal. La poésie, l'art, est-ce que c'est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres? Pour toi, oui, mais quiconque dans la rue. Ça je ne sais pas, c'est à eux de le dire. Hein. Pour moi, il y a une nécessité poétique, effectivement, et je pense que ça ne ferait pas de mal, notamment dans la politique, d'introduire un peu de poésie de temps en temps. Hein. Bon, mais maintenant, est-ce que moi, ce que je donne aux autres, en général, j'en trouve que c'est pas trop mal, quoi. Bon, maintenant, est-ce que ça leur apporte quelque chose? Ça, je ne peux pas le dire vraiment, c'est à eux de le dire. Hein. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas vivre sans art, sans poésie? Oh, certainement si. Il y a quand même beaucoup de civilisations qui ont vécu quand même de manière plus pratique, vous savez. La poésie, quand même, c'est quand même quelque chose qui est pas forcément vital au premier abord. Alors, ceci dit, il y a quand même une chose à remarquer. C'est que tous les peuples du monde, en littérature, ça a toujours commencé par la poésie. Toujours. La poésie, le théâtre, le roman. Hein. Le roman, c'est beaucoup plus tardif. Hein. D'ailleurs, quand on prend le terme grec poiesis, ça veut dire la poésie, mais ça veut dire aussi la création. Hein. Donc c'est bien, ils identifient la poésie et la création, poiesis, effectivement. Et les événements poétiques ici, c'est les plus importants, d'après toi, ce sont lesquels? Moi j'aime bien le Printemps des Poètes, auquel je participe tous les ans, hein, effectivement. Moi je ne connais pas tout, moi c'est surtout le Printemps des Poètes, quoi. Et puis les récitals que j'ai pu donner au FEC, essentiellement, je sais plus, à FR3 aussi, d'autres endroits aussi, au Minotaur en bas, ou dans des cafés, ça m'est arrivé aussi, effectivement. Mais c'est surtout au FEC que je suis passé, quoi, effectivement. Surtout au FEC. Ouais. Merci beaucoup, Jacques-Henri. Voilà. Alors, on va commencer par un poème qui s'appelle Les cerises. Liées à la saveur de l'été, les cerises luisent dans le ciel clair. Nous marondions, nos doigts tachés de rouge, avidement pressés contre nos lèvres, en ce jardin que clôturait un mur bordé de lilas. Plus tard, des chœurs de pigeons nous ravirent, en ce parc solitaire, criblé d'un lac au surjour mystérieux.
des libellules avivaient le murmure de l'eau. Nous traversâmes égarés cette colline où des fruits écarlates débordaient par grappes compactes, tout désaltérant face à la fournaise de juillet. Éclats de feu traversés de mémoire aux marges de l'aube, lieu lointain qui enchante mes joues. Alors on va peut-être retrouver un second poème, qui s'appelle « L'étang », si je m'en souviens. Parcouru d'un vol de sarcelles, animé d'un frisson de roseaux, l'étang émerge lentement de sa léthargie. Des poissons s'y croisent en farandole, là où les nénuphars évident un plan de lumière. La brume des sapins l'enveloppe, adoucit l'étau des roches qui l'enserrent. Nostalgie de l'eau prise dans les rêves où joue un soleil amical, reflétant l'immobilité, le silence. À l'inverse d'une pièce d'eau, corsetée de carrés, de rectangles, le lac se pare d'un charme ambigu. Et on va essayer un troisième poème qui est plus sur la nostalgie. J'entrevois des essaims d'oiseaux au vol irrégulier. Une chapelle blanche qui émerge de l'assaut des peupliers en serrant le fleuve. Des passants dansent près d'arceaux de pierre. Un ciel adolescent surplombe la Loire et ma vie indolente et rebelle. Me voici revenu à l'origine, des mouettes planent sur les eaux. Le tumulte du cœur vers une aube inconnue, des cohortes de femmes, les joutes du savoir, bercées de vagues indociles. Et s'estompent les rires, les pleurs. Le ciel, barré de bleu, n'enchante plus les arbres de la rive. Malgré le jour incandescent, un signe obscur traverse l'horizon comme un aveu. Le crayon. Le crayon, de tous les pinceaux qui captent les sources du vent, le plus négligé, le doit à son effacement. Silencieux, alors que l'on entend parfois le crissement de la plume ou du stylo. Modeste en son manchon de sapin, de tilleul, il n'effleure la connaissance que sous forme de notes, voire de gribouillis. Il ne tient qu'à la gomme de ruiner, ou non, la trace de sa fragile aventure. Récusons les crayons de couleur, leur luxuriance, leur blason d'arc-en-ciel, les crayons au pastel et ceux au velours noir des charpentiers. Graphite à l'argile mêlée, le crayon banal offre une mine apparemment morose, gris de pluie, gris de hêtre en hiver, gris de l'insignifiance. Il sait pourtant capter l'ombre et la lumière, dévoilant les contours d'une saxifrage, le bond d'un lièvre, l'acier fulgurant des batailles. Le crayon vibre sous l'archet du désir, créant un champ cerné d'oubli. Le grand chaperon rouge. Marchant par les forêts, attentive aux rumeurs de l'ombre, ton bonnet rouge flottant au vent, tu étais insouciante comme un oiseau. Les sapins t'entouraient d'une menace obscure, un ancien rivage où mourait la nuit. Un loup guettait sa proie, docile et rétive, ton cœur aiguisé de pressentiments. Ma silhouette placide rôdait en aventure en devenir.
Les arbres s'étaient tus dans l'allée qui crissait sous nos pas. Bienveillant, tes rêveurs, le loup s'apprivoisait à ta parole, au chant où filtrait ton ingénuité à ton apparente douceur. Nous devancions l'aurore, ayant dormi aux lianes bienfaisantes des clairières. Et tu te débattais contre un désir voilé, une peur qui soudain t'alarmait. Malgré mon élan, ma tendresse, un ciel noir flottait indolemment sur l'horizon. Alors ça s'appelle le matin de Pâques. En ce printemps, les enfants au couloir de l'aube, comme les enfants dans le ciel, criaient leur joie, saisit l'éternité. Oh, ce brusque plongeon dans la lumière, lorsqu'abordaient ces vaisseaux dans l'azur, gonflés de vent, chargés d'embrases et de mystère. Des guirlandes sonores se mêlaient en cristal à l'air irisé, au parfum du lilas, à la transparence frileuse de ce matin d'avril. Et l'ange descendait dans le jardin, guidant nos pas vers ces œufs de légende qu'un geste d'offrande avait orné d'un pur dessin végétal. Ça s'appelle Amour ancien. Il y avait Amours anciennes, j'ai choisi celui-là, c'est un peu dommage. D'accord. Alors, Amour ancien. Et la Loire versa mon amour vers les terres d'une autre rive, tel un mirage, tes yeux d'un noir profond, l'ovale de ton visage et ton corps élancé. Je m'exaltais malgré le heurt de barques indociles, n'osant cueillir la nuit des sens où tout s'achève. Hors du temps, jour ponctué de blancheur et de bleu, nous recréons un monde pour d'improbables songes. Un navire océan tendait ses pannes grises. Ta douceur et ton âpreté, le parfum de cigale qui chantait dans ta voix, me ravissaient. Sur les coteaux qui dominent la ville, un ciel de craie, la musique et la vigne rythmaient nos pas. Spirale de l'aveu, gestes furtifs, méprise du regard, le soleil, de nouveau, fut orphelin. Alors, voilà, c'est un poème en principe sur l'espoir. Alors, je vais en principe parce que vous allez voir que c'est un peu dépressif au départ, mais ça s'arrange. Effectivement, c'est les antidépresseurs du poème. Au début, on voit qu'on sort quand même pour des mers d'un truc qui n'est pas très gai. On sent l'espoir. De toute façon, moi, dire les espoirs en poésie, c'est déjà dire l'espoir dans un certain sens, puisque effectivement, le fait d'écrire quelque chose, d'une part, ça sert un peu de thérapie, puis d'autre part, ça permet, disons, d'arriver vers un autre horizon. Quelqu'un qui écrit même sur le désespoir n'est jamais tout à fait désespéré. Moi, dans le désespoir, bon, d'accord. Bon. Alors, soudain, là où ne vibrait plus qu'un ciel sombre, l'angle d'une maison, l'ébauche d'un navire, avec ses mâts dressés, ses hautes pierres qui exaucent le jour. Dans l'air immobile, le monde devint mon regard créant l'exil et la peur. Une toile irréelle entre la flamme et son reflet s'interposait, brouillant les palmes des visages, effaçant les contours, se fragmentant parmi le vent, distrait sur les hauteurs. Je réapprends la profondeur, dans la marée des toits, qui rompent le silence de la lumière. L'arbre renaît plein d'épaisseur, émergeant d'un désir nouveau. Oui, soudain la couleur, le vent sur les visages, et ce tremblé qui a brisé le givre en un instant d'éternité. Moi, j'entends le cœur de poète comme Corbier, quand il y a la poésie. Bon, alors. La machine à café. Vêtue de noir, parfois de blanc, la machine à café creusée d'alchimistes dissolvant le précieux nectar offre une superposition de tourelles s'encastrant sous un socle où l'on verse l'eau. À l'égal du sablier, les grains broyés s'y résolvent en pluie inépuisable pour notre somnolence. Tumulte barbare, lorsqu'à la cime des remparts, l'on jette un gros bouillon, la poire sur les assaillants.
Il y a d'abord ce ronflement ponctué d'accalmie, ce glou-glou irritant et trompeur. Un instant, elle semble conclure ses hésitations par ce café inondant la cuisine d'une désirable saveur. Mais elle insiste, aiguisant les sens, accablant l'attente. Enfin, décrescendo, elle expire à demi, se fondant d'un douteux murmure. Soudain, le silence. La corolle de verre, dont la transparence tempère notre impatience, est emplie d'un breuvage noir et compact, odeur âcre comme un cuir épais, fumerolles s'exhalant des terres labourées, combattant notre inquiétude et la nuit. Alors cela je ne les connais pas par cœur, enfin, alors, on avait Amour ancienne tout à l'heure, maintenant c'est logique, c'est Amours anciennes. Hein, bon, d'accord. Donc dedans, ça correspond à plusieurs personnes, bien sûr. Bon. À l'automne, les amours anciennes prennent le relais de l'ennui. Sa chevelure se déploie sur le fleuve, près des saules qui bercent mon espoir. J'ai le cœur à des tempêtes, j'aime, le monde renaît dans son sourire, ses gestes élancés, sa douceur que parsème un infini d'étoiles de velours. Entre les rails, une silhouette déjoue la mort, arrachée au supplice par un secours amer. Des voix lui parviennent, des odeurs de soufre qui planent dans de longs corridors. Elle tournoie maintenant dans sa robe grise. Sur la ville, alanguie, nos pas martèlent le silence, si frêle, enfant de brume, en un pays au trop lent nénuphar. Maison basse longeant la mer, sur un sexe affamé je bondis, tel un oiseau de proie se vend à l'aube des prises de la nuit. Et je fends l'eau des rives en un fougueux accord, arrimés au sillage du lit, notre chambre devient le refuge et le port. Femme avide, aux amants de passage, qu'étrangement retient, décevant mon attente, les lèvres. Son impudeur pourtant, énonçant d'imaginaires transports que je recueille sans plaisir au petit jour. Le vent, des sables des amours anciennes, estompe les heurts et les tourments. Un sourire, un visage, une voix rieuse m'appelle, dérivant à la lumière de fluide jardin. Tiens, le tilleul. Il y a le tilleul. Oui, ça va très bien. Le tilleul allie le charme à la douceur, la sérénité à l'opulence. Tel un enfant sage, il lisse impeccablement la cime ondulée de sa chevelure. L'été, les abeilles l'environnent, une ronde au murmure doré. Un parfum fruité, léger comme une onde, vibre sur des cordes de soie. Même l'hiver, leurs champs désertés, les merles, les mésanges, les tourterelles rêvent des jours anciens sur sa ramure. Arbre sacré, il reidentique légende. Là où l'eau se retient, une feuille en forme de cœur glisse sur l'épaule de Siegfried, l'assignant désormais à la mort. Mais le tilleul, presque toujours, énonce le repos, le bonheur. Sur ses bractées jaune-vert, ses fleurs encore imbes s'alanguissent, jeunes femmes, dans la lumière de juillet. Se levant de leur ottomane, elles accélèrent les valses, les cadences. Lorsque la danse s'interrompt, leurs voix en contrepoint des hommes animent encore de leur reflet la place de l'église et son théâtre tombé. Bien qu'on ait gagné la soirée. Bon, d'accord. Alors, là évidemment c'est un peu tragique. Hein. Le passage. J'ai largué les entraves, répudié le marbre, le fer et le sang. Un ruisseau coule entre mes doigts. Peut-être la mort te prit comme une jeune fille. Une rose blanche s'inscrivit au palme de ton nom.
Peut-être fallait-il l'assaut de la solitude pour que mon corps se libérât, que ma parole ne fût plus enclose en un palais désert. Le jour s'est délivré de sa torpeur, le temps n'est plus figé comme une procession de prêtres psalmodiant des rites conjuratoires. Traversant un buisson d'aubépine, cette lumière qui portait au regard, malgré l'âge, ce rire enfantin. Un soleil convalescent troue la grisaille des murs. Au loin, une voiture qui s'efface pour un adieu au faste de la vie. Tu reposes parmi les bruyères, mais l'oiseleur n'a pris de ton sourire qu'un reflet illusoire. Ta douceur, ton élan franchiront une nouvelle fois la mémoire et la nuit. Ça c'était très sobre, moi c'est plus long. Alors ça s'appelle écrire, comme c'est la poésie, on va terminer par écrire, sinon le plaisir d'écrire. Le plaisir des mots. C'est un poème en prose. Une salle d'étude au lever du printemps pour le frémissement qui traverse les songes. Sur un cahier d'écolier, ma phrase danse légère, sans effort, ponctuée de rythmes nouveaux. La forêt vierge s'anime de lianes bruissantes, de colibris, de serpents rouge-brun, cerclés de noir, du bond d'un jaguar en furie, on pressant des Indiens à travers le feuillage. Dans la moiteur de la serre obscure, soudain des cris terrifiants. Maintenant, la barque de l'amour naissant aide aubépine où s'exalte le cœur. Les mots se pressent en étendard naïf, irisant d'espoir un monde inconnu. La lune valse sur les flots en une mélodie souveraine. Ô jeune fille dans les lueurs marines, inonde le visage, et je m'unis à l'eau profonde de tes yeux. Puis vint le temps de la déchirure, un pays noir entrecoupé de morts, toute saveur désertée, sinon l'âcreté de la nuit. Le moindre envol se ternissait dans la douleur. Raréfiés, monotones, les mots dépris de couleur redisaient le chavirement, le remords. Pour seul recours, le linceul de l'oubli. Désormais le silence, ou plutôt, par fragments des éclats de soleil, les rides d'une voix désaccordée. Sur une trame épurée, je couds, je rapièce, j'efface les fils des métamorphoses. Tel un galet poli par la mer, le poème enchâssé d'une forme lisse, crispé sur l'horizon blême, n'ose franchir la vie qui accroîtrait ma peur, mon tourment. Criblé d'angoisse, je m'enfuis dans le sommeil du jardin. C'est pas l'espoir.